Bonsoir, cher public sur Zoom et chers amis dans la salle, bonsoir et bienvenue. Et j'ai beaucoup de respect pour votre courage de sortir un soir aussi froid, aussi pluvieux pour venir écouter la présentation euh, très intéressante de Monsieur Baptiste Brodard, qui nous fait l'honneur de venir présenter son ouvrage qui est issu de sa thèse, thèse de doctorat. Alors, Monsieur Brodard est docteur en études religieuses. Il a enseigné la sociologie et l'islamologie en France, en Suisse, en Malaisie, en Afrique du Sud et au Mexique. Ses recherches portent sur la pensée musulmane contemporaine, le militantisme social et politique confessionnel ainsi que la communauté musulmane en Europe et en Amérique latine. Le, la présentation va tourner autour du thème qui fait le titre de l'ouvrage, qui est l'action sociale musulmane en Europe. C'est- je sais que c'est pas lié à l'actualité directement, mais ce qu'on vit en France, surtout en France, depuis quelques mois, voire quelques années, donne à ce sujet toute son importance. Parce que il y a méfiance, il y a ignorance, il y a une mauvaise volonté de falsifier la réalité. Et il y a l'exclusion. L'exclusion, pas seulement pour les pauvres gens, pour les gens ordinaires, mais parce qu'ils font partie de ces associations, parce qu'ils adhèrent à ces organisations, peut-être ils ont un regard sur eux assez discriminatoire. Et on va vous écouter avec beaucoup d'intérêt et après ouvrir le débat avec notre public sur Zoom et notre public dans la salle. Merci beaucoup. Bonsoir. Donc, merci aussi aux personnes présentes en ligne et bien sûr les personnes présentes avec nous ce soir. J'ai le plaisir aussi d'avoir accepté cette invitation du CAREP. Je vous remercie pour votre introduction et pour votre amabilité, pour votre accueil. Je suis très content d'être là parmi vous ce soir pour discuter de cet ouvrage qui est effectivement issu d'une thèse de doctorat. Ma thèse, elle a été écrite, enfin, elle a été réalisée entre 2016 et 2020. Donc, c'est un peu un processus de recherche que j'avais entamé bien avant, dès les années 2010, on va dire, parce que j'étais en master à l'époque, bien avant mon doctorat, puis je m'intéressais aux liens entre action sociale et islam. À la base, c'était pas une thématique qui allait de soi. Et ensuite, beaucoup d'associations se sont développées en France et dans d'autres pays, ce qui a permis de l'imaginer ou de le constituer en tant qu'objet d'étude, intitulé arbitrairement, hein, si je me permets, Action sociale musulmane, avec des guillemets. Donc ça m'a permis de mettre des mots sur un phénomène qui n'allait pas de soi au début, qui était quelque chose dont on ne parlait pratiquement pas, mais il y avait déjà des ramifications historiques avec la question du militantisme musulman depuis plusieurs décennies en Europe. Mais ensuite, il y a eu des évolutions importantes à ce niveau-là, vers les années 2010, la charnière 2010, avec une forte évolution du phénomène et beaucoup plus de cas d'action sociale musulmane, à la fois en France, mais aussi en Grande-Bretagne, en Suisse et dans d'autres pays, ce qui m'a permis vraiment d'avoir cette confiance de théoriser cet objet qui n'allait pas de soi au début. Donc c'est tout un processus de réflexion qui maintenant qui date d'une quinzaine d'années et qui, comme vous l'avez dit, retentit de plus en plus avec l'actualité.
Au début, c'était une question qui intéresse pas beaucoup le débat public. C'était quelque chose d'un peu euh, marginal ou quelque chose de peu préoccupant. Mais on a eu plusieurs paliers. Les attentats de 2015. Ensuite, on a eu le discours sur le séparatisme de 2021, qui cible indirectement ces cas. Et on a eu plus récemment la parution d'un ouvrage d'une chercheuse qui s'appelle Florence Bergeau-Blaclair sur le frérisme. Donc, mon livre ne traite pas du frérisme directement, mais quand j'ai pris connaissance de ces travaux, j'ai remarqué que mes conclusions étaient à peu près l'inverse de ce qui était présenté dans cet ouvrage paru cette année ou l'année passée. J'ai toujours du mal avec les dates parce que le temps passe tellement vite. Et je me suis dit, ah, la thématique de l'action sociale musulmane, même si elle n'est pas thématisée comme telle, revient au cœur des débats publics, pardon, parce qu'on l'accuse de tous les maux. On l'accuse d'être des instruments à la solde d'agendas islamistes cachés, etc. Donc, je voulais préciser ça d'emblée dans l'introduction, que ce travail, c'était en amont de ces débats, c'était auparavant, avant que l'objet fasse preuve, enfin, pardon, avant que la thématique fasse l'objet d'une suspicion. Au début, quand j'ai travaillé sur la question, ça intéressait pratiquement aucun milieu proche des sciences politiques. C'était vraiment une question plus anthropologique, de travail social, de sociologie. Et peu à peu, avec l'évolution du contexte, on voit qu'aujourd'hui, c'est une thématique très sensible, très importante. Mais pour revenir un peu à la base de ma réflexion, pour moi, ce qui m'a animé à la base, c'est l'observation concrète, que j'ai vécue en tant que personne qui résidait en France à l'époque, d'un nouveau phénomène, du phénomène du développement d'associations musulmanes, entre guillemets, qui investissent le champ du travail social, qui proposent des services caritatifs dans la société, non seulement pour les personnes musulmanes, mais aussi et surtout pour les citoyens sans connotation religieuse. C'est-à-dire qu'il s'agit avant tout d'un travail impartial, d'une œuvre sociale, humanitaire, motivée par des raisons religieuses, mais qui concernent les personnes en situation de précarité en général, sans discrimination. C'est un phénomène que j'ai observé d'abord en tant que citoyen, si je puis dire, que j'ai observé dans les quartiers populaires où je vivais, et qui n'était pas théorisé parce que ça n'allait pas de soi à cette époque. Là, je parle des années 2006, 2007, 2008, et ça m'a poussé au fur et à mesure de cette observation à me lancer sur une réflexion plus profonde sur ce nouveau paradigme qui permet de légitimer l'engagement associatif musulman dans l'action sociale comme une évidence. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui va de soi dans beaucoup de communautés musulmanes. 20 ans auparavant, ça ne l'était pas. Pourquoi ça ne l'était pas? Parce que certains avançaient l'idée que le travail social, c'est la prérogative de l'État. Et pourquoi est-ce que les mosquées ou les associations confessionnelles devraient régler les problèmes de l'État ou devrait donner des repas aux sans-abri. Aujourd'hui, pratiquement personne ne dit ça. Mais au début du phénomène, ça n'allait pas de soi. Et on a vu la genèse de ces nouvelles associations sur la base d'initiatives individuelles. À la base, souvent, on avait une, deux, trois personnes qui se sont constituées en collectif informel, qui ont commencé à préparer des repas à Stains, en Seine-Saint-Denis ou dans d'autres communes, à Évry, dans l'Essonne, et qui ont été dans la rue à la rencontre des personnes pauvres pour leur donner des repas chauds. Ensuite, vu qu'il y a une régularité, ces collectifs sont devenus des associations enregistrées qui se présentent souvent comme associations de la société civile, avec des noms qui évoquent pas forcément l'islam. Mais en parlant avec les acteurs, les initiateurs des projets, on voit que la motivation centrale était leur foi. Ce sont des personnes qui allaient prier à la mosquée et qui se disaient, qu'est-ce que nous enseigne l'islam en tant que rôle, en tant que participation au-delà de l'aspect rituel ou de l'aspect d'adoration à la mosquée? Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que musulman? Et pour ces personnes, l'évidence était de lutter contre les problèmes sociaux, que ce soit la pauvreté, la violence, la délinquance, plus tard aussi l'extrémisme violent en lien avec l'islam. Donc toute une série de projets de médiation se sont mis en œuvre, non seulement en région parisienne, mais ensuite dans d'autres régions de France
et également en Angleterre, en Suisse et dans d'autres pays européens. Donc, ma question de départ sur la base de cette observation était comment et pourquoi s'est développé finalement ces phénomènes que j'appelle action sociale musulmane, entre guillemets. Comment et pourquoi? Le pourquoi, parce que à une époque, ça n'allait pas de soi, et ensuite, on voit que des initiatives ont entraîné un effet de tendance, ou si je puis dire, un effet de mode, qui a fait qu'on est passé en 2008 de deux, trois associations musulmanes actives dans les maraudes en région parisienne, et 3 ans plus tard, on en avait à peu près une centaine, puis c'est devenu très compliqué de les dénombrer parce que beaucoup de collectifs se créent, d'autres disparaissent. Et il y a eu un phénomène de tendance qui a fait que cet investissement initié en région parisienne a finalement été imité à Marseille ou dans des communes beaucoup plus petites, en Haute-Savoie ou par exemple à Bordeaux, à Limoges, etc. Donc on sent qu'il y a eu quelque chose de nouveau, un tournant. Mais l'étude ou la recherche implique de revenir sur l'histoire. Et l'histoire, pour moi, elle est liée à deux aspects thématiques principaux. D'un côté, il s'agit de retracer l'histoire du militantisme musulman en France ou en Europe, qui a ses réalités propres, très différentes des contextes de pays arabo-musulmans, par exemple. Donc, je me suis intéressé à l'histoire d'une genèse, enfin la genèse plutôt d'un engagement musulman dans la société. En m'intéressant à Jamaat Tabligh, au groupe de prédication du Tabligh, bien connu, aux institutions, ou plutôt aux organisations liées à la mouvance frériste dans les années 80, 90, 2000, à l'émergence du salafisme et finalement à ce nouveau type d'engagement qui a pour caractéristique principale d'être détaché d'un ancrage idéologique. Quand on prend ces nouvelles associations musulmanes apparues au tournant des années 2010, on se rend compte qu'on peut ni les classer comme Ikhwan, ni Salafi, ni liés au Tabligh, etc., et qu'il s'agit de structures beaucoup plus centrées sur un projet, sur une action, que sur une lecture idéologique ou théologique particulière. Et là, on a un tournant très important avec les grilles de lecture anciennes, y compris dans la littérature qui était disponible en sociologie de l'islam en France ou ailleurs. Parce qu'auparavant, quand on parlait de la même thématique, on allait penser à deux choses. Frères musulmans d'un côté et activisme social, parce qu'il y a eu des structures comme les JMF, EMF ou d'autres qui étaient plus ou moins rattachées idéologiquement aux frères musulmans et engagés dans la société. C'est quelque chose qui a existé et qui existe encore dans une certaine mesure. Et on a aussi eu, bien sûr, le rôle indirect du Tabligh dans les quartiers populaires, qui n'est pas un mouvement d'action sociale, mais un mouvement de prédication qui a eu des effets sociaux indirects. Donc, c'était un peu les deux grandes pistes pour retracer l'historique du mouvement, en ajoutant aussi le développement d'organisations humanitaires, surtout en Angleterre dans les années 80-90, avec l'idée à cette époque qu'il fallait collecter des fonds en Europe pour essayer d'aider les pays plus en difficulté. C'est seulement plus tard qu'on a eu l'émergence de toutes ces structures qui ont, encore une fois, pour particularité principale d'être autonomes et qui ont investi de l'action sociale à différents niveaux, à l'échelle locale, mais aussi parallèlement dans d'autres pays. Donc, à la fois, on pourrait utiliser le terme de travail social et de travail humanitaire, mais est-ce que ça a vraiment encore sens de différencier les deux engagements? Parce qu'on voit qu'en termes de motivation, en termes d'action, en termes de projet, les dynamiques sont très semblables finalement. Donc, pour moi, l'idée, c'était de partir sur des études de cas concrètes, à la fois en France, en Suisse, en Angleterre. Et j'en ai une quinzaine dans l'ouvrage. Et pour ensuite poser des grandes réflexions problématiques sur cet engagement qui est pour moi un nouveau phénomène à observer. Et donc, j'ai construit mon livre de cette manière. Dans le début, enfin, la première partie s'intéresse à la genèse, à l'aspect plus historique aussi des mutations du travail social qui ont permis à des acteurs associatifs, privés et donc religieux de concurrencer l'État dans une certaine mesure, dans certains milieux, parce qu'il y a eu un vide, il y a eu un besoin. Donc je reviens sur ces mutations du travail social pour expliquer en quoi la pluralisation des sociétés, mais aussi la crise de l'État-providence
permet à d'autres acteurs de trouver leur place. C'est un premier point théorique. Un deuxième point, concerne l'évolution du militantisme musulman dans les sociétés européennes. Et ensuite, j'introduis cette idée qu'il y a une nouvelle phase dans ce militantisme musulman au sens large qui a donné lieu à la naissance d'une action sociale musulmane de plus en plus organisée. Et directement, en partie 2, j'en viens à mes études de cas en 3 chapitres. Un chapitre sur la France, un chapitre sur la Grande-Bretagne et le troisième chapitre sur la Suisse. Donc une quinzaine de cas sont détaillés. Et en troisième partie, je m'intéresse à développer des grands axes problématiques théoriques qui intéressent les polémiques actuelles, entre autres, indirectement, mais aussi comme grande question principale, par exemple, au début, je l'ai posée, je vais la lire pour pas me contredire moi-même, bien que c'est bien moi qui ai écrit l'ouvrage, mais je veux utiliser les termes exacts, entre contribution au bien commun et intérêt communautaire, parce que c'était un peu les deux. La dichotomie se trouve là quand on parle d'action sociale musulmane dans une société plurielle, finalement, de surcroît laïque. Les critiques, habituellement, viennent du fait que pour faire du bien, pour aider, on n'a pas besoin de se présenter comme musulman. Pourquoi est-ce qu'on met cette étiquette sur des phénomènes d'association de la société civile? Et en fait, une grande question qui émane de cette dichotomie vient du fait, enfin, concerne l'agir pour les musulmans ou l'agir pour tous. Est-ce que ces structures vont offrir des services vraiment universels qui bénéficient à la société en général ou est-ce qu'elles vont privilégier les musulmans? Une question qui est assez épineuse parce qu'on ne peut répondre ni par oui ni par non. En règle générale, on voit que la grande majorité des cas visent la population sans discrimination et toute personne demandeuse va être servie littéralement et symboliquement. C'est-à-dire que pour les repas, on n'a jamais discriminé les musulmans et les non-musulmans. Sur toutes les études de cas que j'ai suivies, c'est des situations qui ne sont jamais posées. Et également pour le soutien scolaire, les antennes qui ont été créées dans certains centres islamiques ou par certaines associations dans des quartiers populaires ont toujours accueilli des élèves, des jeunes musulmans, mais aussi des non-musulmans, sans discriminer les seconds. Et en fait, on est ici dans la déclaration d'une action sociale impartiale de nature universelle. Il y a un bémol parce que certains observateurs vont mettre en avant le fait que concrètement, la grande majorité des bénéficiaires sont de confession musulmane. Donc il y a un paradoxe ici, apparemment, entre les justifications des acteurs qui vont dire qu'ils aident tout le monde et les faits qui montrent que oui, bon, 90% peut-être des personnes présentes sont de confession musulmane. Il y a plusieurs manières de comprendre cette dichotomie. La première est basée sur les réseaux d'affinités, déjà de manière socio-spatiale et géographique, qui fait que une association, par exemple, située dans certains quartiers de Seine-Saint-Denis, va accueillir plus facilement des personnes originaires dont les parents sont originaires du Maghreb ou de l'Afrique subsaharienne et qui sont finalement de confession musulmane parce que ça correspond à la composante sociologique du lieu. Et à part cela, il y a aussi une critique qui a été faite pour les associations musulmanes engagées dans les maraudes à Paris en disant oui, ils vont à Jaurès, La Chapelle et Stalingrad parce que c'est là-bas que se trouvent des musulmans. C'est une critique qui avait été adressée, en tout cas de manière impersonnelle et indirecte, par une paroisse catholique à Paris qui disait que eux, au contraire, agissaient dans le sud parisien, dans des arrondissements plus blancs, entre guillemets, où les gens étaient d'origines diverses, mais où il y avait aussi beaucoup de personnes d'origine européenne et de confession autre que musulmane. Et l'attaque avait surpris les personnes concernées en se disant non, on va à Jaurès, La Chapelle et Stalingrad parce que c'est là où on constate le besoin le plus pressant. Et il y a beaucoup de personnes, par exemple, Roms, qui viennent prendre le repas et on n'a jamais créé de discrimination. Donc, en apparence, il y a des cas où les musulmans seraient surreprésentés, mais la réponse va être le fait d'expliquer cela en mettant en avant la question du besoin. C'est ce que fait aussi le Secours islamique quand il justifie pourquoi beaucoup de projets sont situés en Palestine ou au Soudan ou en Somalie. C'est également l'argument du besoin qui vient.
Mais on se rappelle également qu'il y a eu des projets en Haïti ou au Salvador qui ont touché des personnes de confession chrétienne en grande majorité. Donc ici, c'est des choses que j'essaie de creuser dans mon ouvrage sur la base toujours de la preuve du terrain, parce que c'est un travail qui se veut sociologique. Et je me suis aussi intéressé aux motifs de l'engagement qui concernent autant des convictions tant religieuses qu'humanistes, souvent qui s'accordent, qui ne s'opposent pas, mais aussi des motifs plus pragmatiques pour certaines associations qui essayent de trouver, notamment en Angleterre et en Suisse, une situation plus adéquate vis-à-vis des institutions. Et l'investissement dans l'action sociale permet aussi de créer une certaine visibilité et une certaine acceptation. Donc, ce sont des ressorts qui sont venus dans beaucoup de cas. Et à part cela, on voit que même quand il y a une orientation communautaire, comme c'est souvent le cas en Suisse et en Grande-Bretagne, pour des raisons de contextes nationaux très différents du système français, on voit que indirectement, ce sont souvent les autorités qui ont poussé les associations musulmanes à investir une action sociale communautaire. Pourquoi? Parce qu'en Suisse, une association musulmane qui va faire de la médiation pour des familles d'origine albanaise ou maghrébine aura une plus-value apparente parce qu'elle va pouvoir se situer ou se présenter comme une ressource pour l'État parce qu'elle aborde un point très particulier sur lequel l'État n'arrive peut-être pas à travailler. Donc l'État, par ses financements, encourage un tournant qui est communautaire dans l'action sociale de certains groupes. Ce qui est assez paradoxal parce que parfois on va reprocher aux structures concernées d'avoir orienté leurs efforts vers leur communauté, entre guillemets. Alors que la demande de l'État et des institutions et des partenaires chrétiens ou laïcs va pousser ces acteurs à investir ces champs pour être reconnus comme des travailleurs sociaux intéressants finalement et de qualité. C'est le même cas de figure qui se pose sur la lutte contre la radicalisation. En Suisse et en Grande-Bretagne, on a demandé aux musulmans collectivement de prendre position contre l'extrémisme violent en poussant certaines associations à offrir des projets pour contrer ou pour faire de la prévention du radicalisme. Et ensuite, vu les budgets et les facilités d'investissement qui ont été ouvertes, certains se sont spécialisés dans cet axe. Mais c'est une réponse à une demande institutionnelle et sociétale, plus qu'à une conviction idéologique des acteurs mêmes. Donc ça, c'est un point aussi développé. Et je ne veux pas faire trop long, mais peut-être je terminerai avant de la discussion par le fait d'évoquer cette problématique de suspicion qui pose sur l'action sociale musulmane comme un phénomène qui serait subversif. Ou en d'autres termes, notamment en France, mais aussi ailleurs, on a eu l'idée que les acteurs musulmans qui sont actifs dans la société le feraient avec des agendas cachés à des fins d'hégémonie, d'islamisation, de conquête, de prosélytisme et autres. Ce sont des accusations qui ont été levées autant par certains propos politiques et médiatiques que par certains chercheurs. Et en fait, quand on voit les preuves qui sont avancées, curieusement, elles proviennent toutes de contextes géographiquement et temporellement très éloignés. On convoque par exemple les cas du Hezbollah dans les années 90 au Liban, le cas des Ikhwan, des frères musulmans en Égypte dans la même époque, 80, 90, 2000, pour expliquer ce que font des associations musulmanes de Paris ou de Marseille qui n'ont aucun lien avec ces mouvances. Donc ici, on voit qu'il y a une extrapolation de résultats décontextualisés qui n'ont finalement rien à voir, qui ne peuvent pas amener une quelconque preuve sociologique à ces phénomènes. Donc pour cela, je suis retourné sur le terrain de manière la plus objective possible. En tout cas, on essaie en tant que sociologue d'éliminer ces biais au maximum, c'est-à-dire de partir avec une intention de comprendre simplement les phénomènes et de croiser les sources surtout, en faisant autant d'observations que d'entretiens de différentes formes, pour essayer de comprendre vraiment ce qui se passe sur le terrain. Et ce qui a été relevé dans mes recherches, c'est que j'ai pas une statistique précise parce que je fais du qualitatif, mais je dirais à peu près 90% des cas observés sont complètement indépendants d'organisations musulmanes et de courants idéologiques musulmanes qui les dépassent. En d'autres termes, les associations qu'on retrouve en France qui sont engagées dans l'action sociale
musulmanes ne sont pas liées aux frères musulmans ni à d'autres mouvances. Parfois, il y a certaines qui ont des affinités idéologiques, soit avec certains courants du salafisme, mais ici on parlera plutôt de salafisme sururi, activiste, lié à la sahwa, pour des cas minoritaires. Pour d'autres, il y a des affinités avec l'adal wal ihsan marocain. C'est des cas qui existent, mais les structures restent indépendantes et autonomes, tant en termes organisationnels qu'idéologiques. C'est-à-dire que ce sont les initiateurs, les bénévoles et les acteurs qui font des choix librement, et les fonds viennent exclusivement de dons de personnes sans passer par des organisations. Donc on voit mal, sur cette base, que je développe beaucoup plus dans l'ouvrage, mais je n'ai pas le temps de le détailler ici, comment ceci pourrait être un moyen utilisé pour un agenda qui les dépasserait, qui serait concerté, qui serait organisé, parce que cela n'existe tout simplement pas en France et dans les autres pays occidentaux non plus, à moins exception que je n'ai jamais rencontré. Il y a aussi un autre élément de preuve intéressant, mais qui va de soi pour les personnes qui connaissent un peu ce terrain-là, et que les musulmans euh, qui ont des vues subversives ou qui ont une défiance vis-à-vis de l'État ou vis-à-vis du système sont ceux qui se sont justement abstenus de s'engager dans l'action sociale. Les groupes musulmans qui se sont engagés dans l'action sociale et humanitaire, dans le contexte européen, sont ceux qui ont une vision la plus inclusive possible de la société parce qu'ils estiment que leur rôle de croyant est de contribuer à la société en général et les rares groupes ou les groupes plus minoritaires qui ont des visions plus subversives ou sectaires sont ceux justement qui disaient que l'action sociale n'est pas un axe d'engagement. On se rappelle à une certaine époque en région parisienne qu'il y avait un fort courant dit salafi madkhali, comme on pourrait l'appeler comme ça, on peut discuter des termes, mais qui justement condamnait ces formes d'engagement associatif dans le caritatif, parce que pour eux, il n'y avait pas de sens à contribuer à une société impie. Donc l'idée était soit la réclusion dans des univers propres, où on ne s'intéresse pas aux affaires de la société, soit la logique de la hijra, c'est-à-dire de l'émigration hors de France, et il n'y avait pas d'intérêt pour ces groupes particuliers d'aller aider des personnes défavorisées. Donc, c'est aussi des éléments que je développe avec plus de détails. Peut-être qu'on peut discuter dans les questions. J'ai une dernière partie qui concerne plutôt des réflexions sur le lien entre action sociale, action politique, mais aussi sur les manières théologiques d'envisager le rôle caritatif, social et humanitaire dans l'islam qui ont traversé les motivations et les réflexions de certains acteurs de ces associations. Mais peut-être le plus intéressant est de laisser du temps, je pense, pour les questions, commentaires et observations. Merci beaucoup. Merci beaucoup et je vais profiter que j'ai le micro pour poser mes questions. Euh, j'ai pas lu malheureusement encore le livre. Je le lirai avec grand intérêt. Mais non. Euh, est-ce qu'il y a, comme vous avez travaillé sur plusieurs pays européens, est-ce qu'il y a à un moment donné une comparaison entre, par exemple, l'Angleterre et la France ou l'Allemagne et la France? Parce que, comme vous avez bien mentionné, la chercheuse qui a écrit son livre sur le frérisme, elle a considéré, par exemple, que le Carême, c'est un lieu de frérisme. Euh, et, et aussi, dès le moment où vous critiquez ces conclusions hâtives, vous êtes ou bien wokiste ou islamo-gauchiste, parce que le frérisme s'est dépassé, ou antisémite, parce que là, ça va bien avec la mode. Et je crois que c'est propre à la France. Je crois, mais je n'ai pas fait une analyse approfondie. Qu'en dites-vous là-dessus?
Merci beaucoup. C'est une question capitale et très préoccupante qui montre aussi l'évolution historique récente des rapports des institutions publiques même, mais surtout de certaines voies politiques et médiatiques aux populations musulmanes en France et qui marque qu'il y a un fort tournant. C'est pour ça que j'ai commencé à parler de ces trois dates, en tout cas de ces deux dates, pardon, 2015 et 2021, qui a impacté aussi les associations musulmanes actives dans la sphère publique. Avant 2015, c'était la période de la plupart de mes observations qui ont commencé vers 2008, 2010, 2012. Les associations musulmanes bénéficiaient d'une indifférence. Quand elles allaient à Jaurès ou à Barbès pour parler de Paris, mais dans d'autres endroits aussi, elles offraient leurs repas. Parfois, il y en a qui donnaient des cours d'arabe. Ça s'est fait avec au cœur de la précarité. En public, il y avait vraiment une sorte d'autonomie, de liberté et d'absence d'inquiétude par rapport à leurs fonctions, parce que les institutions, y compris la police, qui était parfois présente, m'a exprimé une indifférence totale sur ce phénomène. C'était pas quelque chose qui attirait leur attention. Ça les intéressait pas non plus, donc ça n'a pas été un investissement salué. Mais à partir de 2015, il y a une suspicion grandissante qui a fait que beaucoup de structures complètement innocentes ont commencé à avoir peur pour leurs actions. Elles ont commencé à craindre des répercussions. Et en revenant ensuite au discours du président Macron sur le séparatisme, on voit qu'il y a encore une autre barrière qui a été franchie, où les acteurs musulmans, hein, pour parler des cas musulmans, engagés dans la société, même pour des œuvres de bienfaisance, ont l'impression d'être pratiquement criminalisés, ou en tout cas de devoir faire très attention à tous les mots et toutes les, tous les détails qui sont mis en œuvre dans leurs œuvres, de peur d'avoir des conséquences fâcheuses qui passent parfois par la fermeture, par la dissolution d'associations. Et cela a créé vraiment un changement de vision et de paradigme, à mon avis, au sein de ces cas d'associations musulmanes, où, si on me permet de m'exprimer ainsi, une voix un peu rapide pourrait dire, en tant que musulman, on sent qu'on n'a plus de possibilités d'expression dans l'espace public, même à des fins humanitaires, sociales, caritatives. Et que l'islam ou toute expression associative doit strictement être réduite à la sphère privée. Contrairement, pourquoi j'en parle un peu comme ça? Parce que si on prend les cas d'Angleterre, on voit qu'il y a une vision très différente, très pragmatique, où beaucoup d'institutions publiques saluent l'œuvre de ces structures et les considèrent comme des alliés et des partenaires pour, par exemple, dans la prévention de l'extrémisme, de la violence, du racisme et également du terrorisme. Il y a un cas intéressant que je voulais développer dans le livre qui s'appelle Common Youghal à Dewsbury. C'est une ville du nord de l'Angleterre, assez pauvre, qui est ségrégée en termes ethniques. Il y a un côté des personnes d'origine du continent, du sous-continent indien, donc du Pakistan, Bangladesh, Inde, et de l'autre côté, des quartiers pratiquement homogènes, blancs d'origine britannique. Entre les deux, il y avait des tensions ethniques, il y a eu des violences, il y a eu des méfiances mutuelles. Et il y a aussi eu des cas de terrorisme de jeunes de confession musulmane du quartier qui étaient partis en Syrie. Un imam a créé une structure, donc Communion, justement pour essayer de combattre ces luttes communautaires et contribuer à la cohésion sociale. Par exemple, il a organisé des matchs de football entre les jeunes du quartier et des militaires, ou des matchs de football entre des jeunes du quartier et la police, ou des visites de postes de police par des jeunes. Et ces actions ont été très bénéfiques pour la population locale, mais aussi saluées en Grande-Bretagne par des autorités qui ont trouvé le projet très citoyen et bénéfique. Et la personne qui la porte est un imam connu, qui d'ailleurs paraît, qui porte une tenue traditionnelle, qui a même été socialisé dans un environnement religieux déobandi, donc une religiosité qui se voit beaucoup. Et il était salué pour son rôle de médiateur et de bâtisseur de ponts entre communautés. Et ces cas-là, en France, on ne pourrait pas les imaginer à notre époque, tellement le côté musulman ranime des inquiétudes
et freinent malheureusement des initiatives qui sont salutaires et qui sont très importantes pour le vivre ensemble et la cohésion sociale. Et je pense qu'effectivement, il y a une exception française qui est assez forte. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est perçue dans beaucoup de pays dans lesquels on peut voyager, qui parle aussi des inquiétudes des communautés musulmanes à cette époque, qui autant sont animées par des envies de contribuer de manière positive à la société, mais qui se sentent très vite stigmatisés, surtout ceux qui sont perçus comme des activistes. Quand bien même ces activistes veulent simplement faire du travail social. Donc, je pense effectivement qu'il y a des différences nationales très, très importantes. En tout cas, on risque pas d'avoir un ou une mère musulman ou musulmane à Paris comme les Londoniens ont élu un maire musulman. Euh, je me rappelle que le secours islamique, quand ils ont décidé d'aller en Syrie, ils ont été presque condamnés ou on leur a on les a accusés de vouloir soutenir les groupes islamiques par. En même temps, les Britanniques aussi, il y a des secours islamiques ou l'équivalent en Angleterre qui ont envoyé des médecins. J'ai observé durant 6 mois la presse britannique qui, qui parlait de cette action. Il parlait de l'action même. Il parlait pas de ce qu'il aurait pu être ou ce qu'ils auraient pu imaginer qu'elle doit l'être ou rien sur sur l'islam, rien sur la dimension religieuse de ces associations. Il disait que le docteur Mohammed El, pakistanais, il est allé en Syrie, il a opéré 20 enfants. En même temps, en France, durant les mêmes 6 mois, c'était des questions sur les relations ambiguës entre Secours islamique et les groupes militaires islamistes en Syrie. On oubliait complètement la dimension humanitaire, on se focalisait sur la dimension imaginée, politique ou religieuse. Oui, c'est aussi un des points problématiques dans les ouvrages qu'on citait avant de certains chercheurs en France, où on est plus au niveau de la calomnie, parce que l'accusation sans preuve renvoie à cette problématique, que de l'analyse scientifique. On est en train de coller des étiquettes sur beaucoup de monde. Vous parliez avant, je n'avais pas répondu à ce point-là, mais ça me revient, sur le fait d'être taxé de frériste. Et aujourd'hui, frériste, demain veut dire terroriste, parce qu'il y a le lien qui est fait de plus en plus sur des personnes qui n'ont rien à voir idéologiquement ou organisationnellement avec la mouvance des frères musulmans et qui sont, pour certains, et c'est ironique, qui sont des opposants aux frères musulmans. Je ne veux pas le citer, mais je connais un imam personnellement qui était très connu, très public en France, qui a été justement taxé de frères musulmans par ces pseudo-chercheurs et qui, toute sa vie, a combattu idéologiquement les frères musulmans sans être, tout en les respectant en tant que personne, mais idéologiquement, il était plutôt dans, ou théologiquement plutôt, il était plus dans le bord opposé, dans une approche complètement différente, ce qui ne l'a pas empêché d'être taxé de la sorte. Donc, ça devient très ironique parce que ce sont finalement des termes qu'on met sur les personnes très facilement pour les discréditer comme beaucoup d'artifices qui sont utilisés dans le vocabulaire aujourd'hui, quand on veut discréditer quelqu'un sans argument, c'est plus facile de le considérer comme partisan d'un bord soi-disant problématique. Et ça, malheureusement, ça renvoie plus à de la calomnie que de la rigueur scientifique. Et il y a beaucoup d'exemples qui en parlent. Après, effectivement, on peut s'interroger du traitement aussi médiatique d'initiatives positives d'un pays à un autre. En Angleterre, il y avait des grands quotidiens comme The Guardian ou d'autres. Je ne connais pas extrêmement bien la presse anglaise, mais j'avais facilement trouvé dans certains quotidiens des articles qui saluaient le fait que des mosquées, par exemple à West London, ouvrent leurs portes pendant l'hiver pour héberger des sans-abri. Et des fois, c'était des projets aussi interreligieux. Il y avait des groupes de solidarité entre musulmans
chrétiens et juifs qui se relayaient pour ouvrir leur lieu de culte. Par exemple, un soir par semaine, un soir la synagogue, un soir la mosquée, un soir l'église du coin. Et c'était des journaux qui traitaient cela de manière tout à fait descriptive, sans évoquer une quelconque problématique, mais au contraire en saluant l'effet positif pour le vivre ensemble et justement pour le fait de venir en aide à des personnes qui souffrent et qui sont dans la précarité. En France, il y a quand même eu deux, trois petites émissions sur France 3 à midi ou dans la presse locale d'initiatives, mais elles restent très rares. Et la grande majorité des cas où on entend parler d'initiatives de projets musulmans sont là à titre très suspicieux. Notamment, encore une fois, je mets beaucoup l'accent là-dessus, mais notamment depuis 2021 avec cette idée de séparatisme où tout projet devient suspect en tant que tel. Et moi-même, en tant que sociologue, par exemple, qui écrit sur une thématique de la sorte, je suis pratiquement accusé par des personnes qui n'ont pas lu l'ouvrage de faire de la propagande islamiste ou frériste. Alors que bon, les éléments de preuve sont détaillés, la méthodologie est très claire, et personnellement, je n'ai pas d'affinité avec le frérisme. Si c'était le cas, je le dirais ouvertement, mais ça n'empêche pas d'être systématiquement classé d'un côté ou d'un autre. Et c'est vrai que c'est quelque chose de problématique pour le débat public parce que on a beaucoup de chercheurs, on pourrait les citer facilement si quelqu'un me demande de les citer. Enfin, je pense que la plupart d'entre nous ont des idées sur eux qui sont très compétents, qui ont écrit de très bonnes choses, mais qui ne sont jamais invités sur les plateaux télévisés à débattre de ces questions ni mentionné dans les discours politiques. Par contre, les discours politiques, on voit qu'ils procèdent directement d'une récupération de certains écrits de chercheurs, mais circonscrits à une orientation politique très problématique. Ce qui se trouve dans certains ouvrages de chercheurs qui pêchent par excès de zèle et par extrapolation, en pensant que ce qui s'est passé à Beyrouth dans les années 90 et ce qui se passe aujourd'hui à La Courneuve, et qui écrivent des ouvrages sans aucune preuve, sans aucune méthodologie solide, leurs propos sont repris par des politiciens à la télévision comme des évidences. Et parfois, on dit, les chercheurs ont dit que, malheureusement, pour le cas français, il s'agit d'une petite entité ou d'un groupe très restreint de personnes Très très privilégié. privilégié qu'on a décidé d'accorder une parole, un crédit complet, en ignorant les trois quarts des autres chercheurs qui ont des travaux beaucoup plus conséquents sur la question, mais qui ne sont jamais cités. Donc c'est vrai que ça interroge beaucoup sur ces récupérations politiques très situées et arbitraires. Quand vous avez évoqué le rôle des médias, je reviens au secours islamique. Quand ils ont envoyé des gens s'occuper un peu des cas de pauvreté ou de famine au Soudan, en Syrie, même en Irak, il y avait parmi les volontaires des femmes non voilées. Et je me rappelle que le journaliste sur la chaîne française disait, mais c'est pas possible, elle n'est pas voilée. Alors, elle a porté le gilet parce que ils avaient un gilet distinctif avec le logo sur le dos. Elle cache quelque chose. C'est, alors, ils sont partis dans une discussion qui a duré 5 10 minutes sur qu'est-ce qu'elle cache, cette femme non voilée, en mettant la veste du secours islamique. Ça m'envoie, et là je termine avant de donner la parole à la salle. Pendant les Jeux olympiques dans les années 90, France 2 parlait d'une compétition. Il y avait une athlète syrienne. Et l'athlète syrienne, elle a gagné à l'époque, pour la première et dernière fois dans l'histoire de la Syrie, médaille d'or. Elle, elle était, elle avait la croix. Alors le journaliste, il s'est arrêté de commenter en disant non, non, là je me suis trompé, c'est pas une Syrienne. Et son collègue lui dit pourquoi? Il lui dit mais elle a la croix.
Il dit, ah oui, elle a la croix, alors c'est pas une Syrienne. Mais c'est le niveau qui n'a pas du tout amélioré. Au contraire, maintenant, avec les chaînes d'infos continues, ça baisse, ça chute libre. Oui, c'est un très bon exemple qui montre le côté aberrant de la situation et qui montre l'ignorance extrême de certains exemples. Doublé à cela une propagande politique volontaire. On a un conflit en Palestine, enfin un conflit, une guerre contre la Palestine, mais qui remonte à beaucoup d'anecdotes et d'années, où on a une sorte de surenchère à essayer d'opposer dans l'opinion publique occidentale les chrétiens, les musulmans, ou les occidentaux contre les musulmans. Et les chrétiens palestiniens ou arabes sont pratiquement invisibilisés, parce que ça va déranger le narratif si on remarque qu'il y a des chrétiens à Gaza. Et ça dérange le narratif si on se rappelle qu'il y a des chrétiens à Bethléem, ce qui pourtant va de soi. Et en fait, ce sont des cas qui sont pratiquement invisibilisés jusqu'à ce que certains imaginent qu'on ne peut pas être syrien et chrétien, comme l'exemple le montre. Mais je pense qu'au-delà d'ignorance, il y a aussi une volonté d'agir dans ce sens et de cacher certaines informations. Malheureusement, c'est des comportements qu'on voit beaucoup. Et les personnes qui osent parler de ces questions seront très vite victimes de diffamation, de calomnie et écarté de la réflexion en étant taxé d'antisémite, comme on l'a dit en introduction. Ce sont des choses aujourd'hui qui sont plus compliquées à évoquer, à discuter, et surtout dans le traitement des conflits au Moyen-Orient en général, où on a toujours un peu l'impression d'opposer musulmans et chrétiens, en niant le fait qu'énormément de chrétiens sont arabes, que le côté religieux et aussi l'histoire que j'aime à rappeler avec le rôle de Omar ibn Khattab dans la prise de Quds à Jérusalem. C'est une histoire, même si certains vont avancer qu'il n'y a pas de preuve historique, mais je rétorquerai que même si cela n'a pas d'importance dans le sens que ça fait partie d'un récit collectif et d'une croyance au bien fondé de la décision de Omar ibn Khattab d'avoir protégé les lieux saints chrétiens, qui a permis à 1400 ans d'histoire à peu près, où les chrétiens ont gardé une liberté de culte et leurs lieux de culte en Palestine sont des événements très connus, mais très négligés par la presse. Et parfois, si vous allez dans des milieux occidentaux un peu ignorants de la culture arabe, ignorants de certains pays, si vous racontez ce genre d'anecdote, va vous regarder comme si vous êtes un menteur, parce qu'ils n'ont jamais entendu quelque chose de la sorte. Ou pour certains, de dire qu'il y a des chrétiens à Gaza, c'est improbable, impensable. Et je pense qu'au niveau, au-delà de l'ignorance, il y a quelque chose qui est alimenté pour empêcher certaines personnes de comprendre des réalités plus profondes à des conflits, parce que le simple fait de comprendre certaines choses désamorcerait les conflits, ou en tout cas la solidarité que certains peuvent apporter aux parties concernées. Donc ici, on a une obligation d'information, mais tout est lié parce que ça rappelle aussi ce genre de travaux où peu importe l'élément de preuve que vous avez, il y a des personnes sans connaissance qui vont vous expliquer ce qui est, ce qui se passe, ce qu'est l'action sociale musulmane. Moi, souvent, par exemple, quand on m'invite à faire des présentations sur mon ouvrage, il y a quelqu'un dans la salle qui va m'expliquer ce que font des associations musulmanes engagées dans l'action sociale, peut-être à Aubervilliers, peut-être à Corbeil-Essonnes. Et quand on leur demande si elles ont déjà été dans ces communes, elles n'ont pas les mis les pieds, y compris peut-être en France. Mais elles savent très bien ce qui se passe. Et je pense que ça fait partie de la problématique où on a besoin d'insister en tant que chercheur sur la méthodologie qui est cohérente, les éléments de preuve, avant de débattre. Parce que sinon, finalement, ça devient un discours, un dialogue de sourds où les personnes vont nous traiter de tous les noms à des fins politiquement orientées et sans consistance. Mais on est vraiment dans cet effort et je pense, bon, j'ai pas de solution à ces mots, mais ça m'a fait penser à ces différentes situations. Pendant la Coupe du Monde qui s'était organisée au Qatar,
Une chaîne française interrogeait son correspondant à Doha sur la ville. Alors, c'était en direct. Il a répondu, il a dit, la ville est très intéressante, très jolie, mais il y a beaucoup de mosquées. Et c'est tout. Alors, il y a des questions? Oui, je me disais que est-ce qu'on n'a pas en France, je parle en France, un problème avec la laïcité. On nous balance tout le temps la laïcité, la laïcité. Je pense par exemple à des cas, l'affaire Babylou, je ne sais pas si vous avez suivi, dans une crèche, sous prétexte que l'État met de l'argent dans une école, un organisme, etc. Il y avait une femme qui était voilée, enfin, ça fait toute une histoire. Il y avait toute une polémique à ce sujet-là. Il y a eu aussi une polémique, alors je n'ai pas très bien suivi, au sujet des écoles Averroès, où on a coupé les subventions. Donc voilà. Et par rapport en Grande-Bretagne aussi, j'étais en train de penser, quand il y a eu les caricatures, bien avant l'assassinat des professeurs, hein, je parle avant, au tout début, euh, au nom de la laïcité, de la liberté d'expression, on pouvait tout montrer, alors qu'en Angleterre, ils n'ont pas montré les caricatures. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les médias. Merci. Justement, pour rebondir sur la question qui vient de poser, justement, sur la question du financement, vous, dans les études de cas que vous avez réalisées, c'est quoi la proportion d'associations qui recevaient des fonds à la fois de l'étranger et des subventions publiques? Et justement, est-ce que ces associations sont conscientes du fait qu'il faut obtenir une indépendance financière vis-à-vis de l'État et des pouvoirs publics en général pour pouvoir, à minima, utiliser un référentiel islamique ou en tout cas avoir une identité qui leur est, enfin, qu'ils maîtrisent. Voilà. Donc, tout d'abord, je vous remercie. Je remercie les amis du CAREP et je vous remercie infiniment pour le travail. J'ai quelques questions. Est-ce que vous avez travaillé aussi sur parce que j'ai pas encore lu les livres, sur les associations musulmanes ou de culture musulmane, mais laïques, qui sont en France et qui font un travail énorme, que ce soit sur le conseil juridique, sur le travail de l'assistante sociale, les aides, les sans-papiers, etc. Il y a aussi des associations qui font des repas pour les nécessiteux, etc., etc. Enfin, moi, je connais des associations comme AMF, Association des Marocains en France, qui a été créée au début des années 60 par un certain Mahdi Mbarka. Et il y a la TMF, Association des travailleurs maghrébins de France. Il y a l'Association des Tunisiens de France. Ils font un travail énorme sur ce genre de choses. Et oui, je crois, c'est tout. Je ne sais pas. Merci. Merci. Après, il y a quelques questions sur Zoom, mais Je préfère commencer voilà. parce que j'ai Oui. peur d'oublier après. Merci beaucoup pour ces trois questions très intéressantes. Je vais essayer d'aller dans l'ordre. Tout d'abord, par rapport à la laïcité. La laïcité en France, c'est un principe, c'est pas une valeur comme on fait croire. Parce qu'actuellement, on entend que la laïcité est une valeur, on ne comprend pas trop la logique, mais c'est un principe historique, ancien et fondé, dont les interprétations sont variables et dont les interprétations sont larges. À une certaine époque, la laïcité en France permettait à des acteurs religieux, surtout catholiques, de faire des bonnes œuvres, d'aider les personnes pauvres, tout en exprimant une religiosité visiblement de manière ostentatoire, sans que cela soit vu comme une infraction forte aux valeurs de la République. Et quand on met le mot laïcité en avant, souvent, il y a une manipulation idéologique qui va mettre un mot fort sur une interprétation très limitative. Et c'est pour ça que certains parlent de laïcisme pour mettre en évidence cette déformation d'un principe qui, à la base, est très propice au vivre ensemble, à la cohésion sociale et à la liberté religieuse. D'ailleurs, c'était pensé surtout par la liberté religieuse. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à travailler à ce sujet. Mais par rapport aux caricatures, par rapport
je lie vos questions à deux autres aspects. Les caricatures, en Angleterre, il y a un cas intéressant dans l'association que j'avais décrite auparavant, qui s'appelle Communial. Il y avait des jeunes qui ont été voir l'imam dans le local associatif en disant que les caricatures les avaient heurtés et qu'ils allaient prendre des réactions. Et en fait, ils étaient extrêmement énervés. Quand l'imam leur ont demandé qu'est-ce qu'ils voulaient faire, ils ont dit on va aller au commissariat et mettre le feu. L'imam, au lieu de leur dire, de leur tenir un propos moralisateur, a dit, écoutez, on va faire une réunion et puis on prend toutes les idées, puis à la fin on vote, ou à la fin on se met d'accord sur ce qu'on fait. Donc il va au tableau, option 1, mettre le feu. Et en fait, le fait qu'il a eu cette approche a permis après d'avoir une deuxième option, troisième option, écrire une lettre aux médias, écrire une lettre à la mairie. Et finalement, elle a dit, mais qu'est-ce que ça va nous amener de faire cette réaction violente finalement. Et tous les jeunes étaient d'accord à la fin pour écrire un courrier. Ils ont été reçus par la mairie et il n'y a pas eu de violence. J'ai trouvé cette approche très inspirante et très intéressante. Pourquoi je la lie à la question de la laïcité? C'est que dans le travail social, parfois, et en France également, d'où le paradoxe, pour travailler efficacement avec des publics, avec des personnes parfois jeunes, de différents milieux, de différents états émotionnels, on doit travailler de manière pragmatique et réaliste. Et la France a aussi bien compris ça. Quand je dis la France, je parle des institutions publiques, parce qu'il y a 3 ans, je crois, je ne sais plus la date exacte, 2022, et ils ont organisé un colloque intitulé Les spiritualités et les religions dans le travail social. J'étais invité à ce colloque à Roubaix, c'était organisé par l'État français, et ça parlait de comment travailler au niveau religieux et spirituel dans la société. Donc là, on était très loin de la laïcité. Et en tant que travailleur social, aussi, on voit des contradictions énormes parce que d'un côté, il faut être laïque, de l'autre, on va engager des personnes de confession musulmane ou autres pour aller en prison, parler avec les personnes détenues d'islam pour essayer de leur faire croire ce qu'il faut croire et pas croire ce qu'il ne faut pas croire. Donc là, on n'est plus du tout dans une approche laïque et on reste en France. Donc, c'est des exemples qui nous font remarquer que la question est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut montrer, que les institutions sont fortement laïques. En fait, ça dépend. Quand il y a des besoins pragmatiques et des crises, on est en train de chercher les religieux parfois pour les mettre dans le sens qu'on veut mettre. Et ça, c'est des infractions à la laïcité qui sont tolérées et encouragées. Et c'est extrêmement intéressant de voir qu'il y a quelque chose en termes déontologiques politique officiellement et il y a des réalités pragmatiques qui sont beaucoup plus nuancées, mais à creuser comme réflexion. La deuxième question, c'était sur les financements. Les cas français, tous ceux que j'ai vus, sans exception, reposent sur des financements personnels ou des commerces, des petits commerces ou des donateurs individuels. L'État ne finance pas ce genre de structure, en tout cas celle que j'ai suivie. Par contre, parfois au niveau local, il y a des alliances, il y a des prêts de salles par les mairies. Ça dépend de la sensibilité politique des mairies en question. Ça dépend des réalités sociologiques des villes. Donc, il peut y avoir des sortes d'alliances et de projets communs, mais de matière très restreinte parce que le budget de toutes ces associations repose sur des dons de personnes, qu'elles soient musulmanes ou non, mais en tout cas, ce sont des citoyens, parfois des petits commerces en France. Parfois, par contre, euh, par rapport à votre question, il y a une forte tendance de ces structures à montrer patte blanche, à montrer sur leur site internet et dans leurs publications et dans leur communication qu'elles sont impartiales, universalistes, qu'elles aident toute personne sans discrimination. La communication en France est extrêmement orientée vers cela et ça montre, ça veut aussi dire quelque chose du climat. Parce que si on se sent obligé de faire autant de publications et d'insistantes sur cet aspect-là, ça veut dire qu'on se sent déjà pas très légitime vu la pression qui est exercée sur tout type d'engagement à connotation religieuse. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant à observer parce que contrairement à cela, en Suisse, beaucoup d'associations sont financées par des fonds publics, en tout cas partiellement, parfois 50%, parfois c'est 80%, voire 100%, mais pour des missions spécifiques, pour du travail social qui concerne la médiation interculturelle ou la lutte contre la radicalisation, etc. Donc, ça dépend beaucoup des cas. Et pour votre question, j'ai, surtout pour une raison méthodologique,
j'ai dû commencer par délimiter mes cas avec des critères. Et dans mes critères, il s'agissait de structures dont les acteurs et les fondateurs revendiquent un lien explicite à l'islam. C'est-à-dire que pour moi, par rapport à ces critères, une association de travailleurs tunisiens, j'invente un cas comme ça, serait pas considérée comme musulmane, quand bien même les acteurs sont de confession musulmane. Parce que l'identité associative tourne pas sur la référence religieuse, mais sur la référence nationale, parfois ethnique, parfois autre. Donc c'est vraiment sur la base de ces critères que j'ai exclu les cas pour avoir une cohérence méthodologique. Mais ça aurait été certes intéressant de faire la comparaison et ça me permet aussi de rappeler que le concept d'action sociale musulmane est très ambivalent. Moi, je l'ai écrit comme ça en titre parce qu'il faut bien un titre, mais pour être plus précis, j'aurais déjà mis des guillemets parce que en début d'ouvrage, j'interroge qu'est-ce qu'une action sociale musulmane, qu'est-ce qu'une association musulmane ou non. Et on voit que cela dépend énormément du contexte. On prend la ville d'Annemasse à la frontière genevoise, mais en France, dans le 74, il y avait des structures qui, à une époque donnée, au début des années 2000, quand il y avait un peu une violence urbaine assez prégnante, qu'il y avait des émeutes, etc., il y avait des associations de jeunes qui se sont constituées pour faire de la prévention, pour lutter contre la violence. Parfois, ces associations se présentaient comme musulmanes, et 3 ans après, l'une d'elles s'est dit non, non, on n'est pas une association musulmane, on est une association de la société civile. C'était exactement les mêmes acteurs, avec les mêmes motivations, mais ils ont vu que parfois se présenter comme musulmans, ça coupait des alliances avec la mairie, ça faisait différents problèmes de communication et de réputation, et qu'ils avaient intérêt, malgré que leur motivation était plutôt liée à leur foi, d'apparaître comme une association neutre au niveau confessionnel. On a aussi une ambiguïté à Paris, en région parisienne. Je ne sais plus le nom exact, je pense que ça s'appelle Banlieue solidaire ou Ensemble, je ne sais plus le nom, je l'ai mis comme exemple dans un quartier populaire de banlieue parisienne où une association de jeunes fait des maraudes pour aider les personnes pauvres. Et l'association n'est pas du tout, n'apparaît pas du tout comme musulmane. Dans la presse, le Parisien en parlait, par exemple, c'était une association de jeunes de quartier populaire qui font une œuvre d'entraide. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi les acteurs, officiellement, publiquement, ils se présentaient pas comme musulmans. Mais tous étaient des musulmans qui pratiquaient l'islam et qui disaient que leur engagement, c'était une sorte de prolongation de leur foi dans la société. Donc, on voit ici l'ambiguïté de la présentation. Le titre qu'on met ou le nom qu'on se donne en public, parfois, c'est une réponse à un contexte pour des raisons stratégiques assez évidentes qui ne se permet pas de saisir les réelles motivations. Donc c'est pour ça que je décortique dans l'ouvrage différentes cas de figure où je m'intéresse aux raisons d'être, aux causes et aux motivations des acteurs et finalement à l'identité religieuse. Qu'est-ce que cela veut dire? Et c'est finalement un terme qui est pris avec des pincettes. Alors, on a 3 questions sur Zoom. Première question par une personne anonyme. Beaucoup d'associations humanitaires musulmanes et mosquées sont victimes de clôtures de comptes bancaires arbitraires. Avez-vous relevé ces incidents? Et y a-t-il des solutions alternatives? La deuxième question, c'est de Lydia Ali. Le gouvernement français s'apprête de publier un rapport sur l'action des frères musulmans en France. D'après les médias, la publication est prévue en automne. D'après vous, c'est quoi l'intérêt du rapport et est-ce qu'il entraînera des conséquences sur l'action sociale musulmane? Le cas échéant, l'État peut-il combler le vide qu'entraînera la suppression de certaines associations? Alors, il y a encore 3 autres questions. Vous voulez... Donc, vous voulez répondre à ces deux et puis... OK. Donc, la première question, c'est sur les clôtures de comptes bancaires. Deuxième question sur ce rapport du gouvernement français. Troisième question de Noureddin Belhout. Selon vos recherches, qu'en est-il des recherches sociologiques, anthropologiques dans les universités françaises concernant le travail social, humanitaire, caritatif des composantes citoyennes croyantes, chrétiens et musulmans? Question de Abdelkader Slimani. Ne voyez-vous pas, monsieur, que tout ce qui se passe
comme conflit au niveau des différents espaces vitaux dans un contexte d'islamophobie revient à l'émancipation de l'islam, et cela à une vitesse remarquable, surtout au niveau de personnes intellectuelles et scientifiques. Et la dernière question de Anonyme. J'ai connu les associations musulmanes en France en 2004 après l'interdiction du port du voile dans les lycées. À ce moment-là, c'était des associations qui ont permis à des jeunes filles et des adolescentes de s'instruire tout en gardant leurs convictions en les inscrivant au CNED. Les associations musulmanes répondent parfois au vide institutionnel ou à ces incohérences. Comment valoriser ces actions dans un contexte français où la conception de la laïcité est très problématique? Merci. Donc, merci beaucoup aux personnes en ligne pour ces questions très intéressantes aussi. Je vais essayer de rien oublier, mais bon, il y a beaucoup d'aspects disparates. Tout d'abord, par rapport aux conséquences de clôture de compte ou de fermeture d'association, comme on l'a relevé tout à l'heure, c'est quelque chose de très récent. On le voyait très peu il y a une dizaine d'années en arrière. Il y avait une sorte d'indifférence pour les structures musulmanes qui étaient engagées dans la société. Ça faisait d'ailleurs l'intérêt d'institutions publiques parce qu'on répondait à des besoins en faisant le travail de l'État d'un côté ou le travail de la société civile. Donc c'était plus vu comme quelque chose un peu de... Bon, on les laisse de leur côté. Et c'est seulement plus tard, avec les changements de, du domaine sécuritaire, avec la surenchère de la suspicion par rapport à tout engagement musulman dans la société civile, qu'on a vu des fermetures d'associations. Le cas le plus médiatisé, c'était Baraka City, je pense. Ensuite, on a aussi d'autres structures dont les comptes ont été fermés, qui doivent essayer de quitter la France pour installer leur siège ailleurs, et d'autres qui sont toujours actives, mais qui sont très prudentes et très inquiètes sur tous les mots qui sont prononcés, sur même le côté communication, le côté reporting à la fin des actions, de peur d'avoir une erreur administrative qui va justifier finalement une fermeture. Je pense qu'il y a une ambiance de peur qui fait que beaucoup de fermetures sont motivées par des raisons officiellement administratives. Mais pour les acteurs concernés, la raison réelle n'est pas cela, c'est juste un prétexte. Elles se sentent sur le viseur, elles se sentent en danger constant et à la moindre erreur, on profite d'invoquer une raison valable pour fermer l'école ou pour ouvrir une enquête, etc. Donc il y a un travail très important à faire au niveau judiciaire à ce niveau-là. Je pense que ça peut passer que par là et par une solidarité aussi communautaire qui est manquante parce que souvent, lorsqu'un des cas est attaqué, il manque d'être appuyé par d'autres structures similaires qui ont peur également. Donc, le climat de peur contribue à une division où chaque projet est finalement soumis à une certaine fragilité, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, effectivement, c'est quelque chose de complexe. Moi, personnellement, dans mon livre, j'en ai pas parlé beaucoup parce que la temporalité de l'étude fait que j'ai clôturé le gros de mes recherches en 2018, période qui était quand même bien plus favorable qu'aujourd'hui. Et il y avait beaucoup moins de cas de fermeture et de contraintes administratives qu'aujourd'hui. Donc, ce n'était pas une problématique aussi levée, aussi importante que de nos jours. La deuxième question qui est aussi liée à ces aspects, finalement, sur le rapport sur les frères musulmans commandé par l'État, je ne suis pas au courant de cela, mais on a vu que, pour le citer encore une fois, l'ouvrage sur je ne sais plus l'intitulé, mais les réseaux fréristes a été très repris par les médias et par certains politiciens, et sur la base de l'évidence. C'est un ouvrage qui, soi-disant, apporte des éléments de preuve à des politiques qui seront conduites sur l'argument de la preuve qui est invoquée dans l'ouvrage, mais qui n'en est pas une, parce que sociologiquement, il y a tellement de biais que finalement toutes les conclusions sont caduques, comme l'ont mis en évidence des chercheurs Hawes Seniger et Vincent Gesser en sciences politiques. Des chercheurs qui sont légitimes, qui sont bien connus en France, qui ont écrit des articles, et ce n'est pas les seuls qui l'ont fait,
pour discréditer les conclusions de l'ouvrage sur une base sociologique en montrant qu'il n'y a pas de consistance et que les résultats sont faux finalement. Donc, comment faire des politiques sur des résultats faussés? Après, la problématique des frères musulmans, elle dépasse la France et elle est extrêmement complexe. Si on va dans le contexte de pays arabes, on voit que certains régimes considèrent frères musulmans, entre guillemets, comme une organisation terroriste, ce qui implique la fermeture et la criminalisation de toutes les structures affiliées à cela. Mais quand on va vers l'Europe, on est dans une ambiguïté très forte. Parce que j'ai une partie aussi de mon ouvrage qui traite de cette question, et mon argument, c'est que les frères musulmans européens, ou tout ce qu'on peut apparenter à cette organisation, ou plutôt ce mouvement, ne représente pas idéologiquement ou organisationnellement ce qu'on attribue aux frères musulmans de certains pays arabes. Parce que j'ai des exemples d'ailleurs très clairs et très situés. Il y a, on peut dire, un imam d'origine de Tunisie en Suisse. Il faisait partie de Narda. Il a migré en Suisse. Il a été engagé comme imam. La mosquée est même financée par une organisation liée à la mouvance frériste. Mais au fur et à mesure des années, cet imam a commencé par s'intéresser à la tariqa Tijaniya, au livre de Abu Hamid al-Ghazali. Et finalement, son enseignement a complètement bifurqué vers une direction beaucoup plus traditionnaliste de l'islam, Ash'ari, Maliki, Junaidi, comme on dit, très apolitique. Et on voit que certains le qualifient de frère musulman, ce qu'il n'est pas. Même si dans un parcours de vie, il a eu des contacts avec Narda, il vient d'un milieu qui est proche de la Narda en Tunisie. Et le problème d'étiqueter les gens, ça fait l'économie de leur parcours de vie et de la complexité des évolutions doctrinales, idéologiques, personnelles, théologiques des intéressés. Et même les personnes qui se revendiquent encore des frères musulmans en Europe, ont souvent des positions théologiques, idéologiques et politiques très différentes de l'équivalent dans des pays comme la Syrie ou ailleurs. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire, frères musulmans? Le danger qu'il y a aujourd'hui politiquement, c'est d'extrapoler ce qu'on va décider dans certains pays arabes où ils sont désignés comme un mouvement terroriste, en disant par conséquent, MDF, c'est aussi frériste, donc c'est aussi terroriste. Par conséquent, le CAIR, hein, c'est CAIR, l'organisation américaine, activiste pour les droits des musulmans. Ah, c'est des frères musulmans aussi, donc terroristes. Et ça va aller très loin parce que ça pourrait englober des centaines et des milliers de musulmans activistes en les qualifiant de la sorte alors qu'ils sont complètement innocents de ce qu'on les accuse à la base si l'accusation vient par exemple Bon, je prends l'exemple d'un pays où je vais pas, je parle de la Syrie volontairement, comme ça j'ai pas de problème dans mes voyages. Mais pour avoir un exemple très concret, ce qui se passe en Syrie politiquement, finalement, va être récupéré et transposé dans des contextes très différents, et on va mettre les mêmes termes sur des phénomènes sociaux complètement différents en criminalisant des gens de plus en plus larges. On a un peu la même chose avec les associations de support à la cause palestinienne qui vont facilement être taxés de fréristes. Et à la fin, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, on a la catégorie frériste qui est à peu près collée sur chaque musulman activiste, entre guillemets, qui représente un ensemble toujours plus large de personnes, et ce qui n'a plus aucune logique ni consistance scientifique. Le cas le plus ridicule est le footballeur Benzema, qui avait même été qualifié de frère musulman. Donc ça montre jusqu'où on peut aller en ridicule quand on parle de cela. Mais ce qui est inquiétant, c'est que certains chercheurs qui ne sont pas très honnêtes vont mettre en avant ces catégories. Moi-même, je dois être sûrement qualifié de frère musulman. Et comme beaucoup de personnes, bon, à la fin, on est tous dedans, ce qui ne veut plus rien dire pour la grande majorité d'entre les personnes qui sont accusées. Désolé, j'étais un peu long sur ce point, mais effectivement, on peut imaginer qu'à long terme, s'il n'y a pas de réaction populaire, on pourrait arriver à la criminalisation de structures qui sont affiliées dans ses rapports aux frères musulmans. Donc, si on met l'étiquette frère musulman sur quelqu'un ou sur une structure, elle peut en payer les conséquences alors qu'elle est complètement
différentes et étrangères à cette mouvance. Ensuite, par rapport à la question de Nordine Belhout, j'ai oublié, j'écris tellement mal que j'arrive pas plus à lire ce que j'ai écrit. C'était la troisième question. Ah oui, s'il y avait des études sur l'action sociale, caritative, humanitaire dans différentes traditions religieuses, effectivement, ça existe. On a une thèse de doctorat en France sur les maraudes catholiques, donc les maraudes organisées par des associations catholiques. Et ça serait très intéressant, en tout cas pour moi, de comparer ce qui se fait dans différentes traditions. J'en parle un petit peu dans l'ouvrage en émettant l'hypothèse que les pratiques sont très semblables finalement. Quand on prend des pratiques caritatives sociales motivées par l'islam ou motivées par le christianisme ou par des personnes humanistes sans aspiration religieuse, on voit que sur le terrain, il y a des pratiques assez similaires avec bien sûr des différences en termes de motivation et parfois en termes de modalité d'action, mais beaucoup plus de similitudes qu'autre chose. Après, c'est des études qui méritent d'être menées, surtout à un niveau international. Parce qu'une grande question dont on n'a pas eu le temps de traiter est celle du lien entre action sociale et prosélytisme, ou action sociale et prédication, pour utiliser un terme plus positif. Et les liens, pareil, c'est pas quelque chose de noir ou blanc. Il y a toute une série de nuances à amener. Souvent, on va avoir l'impression d'attaquer la légitimité d'un projet en disant est-ce qu'il est prosélyte ou est-ce qu'il fait vraiment de l'action sociale? Et sur le terrain, on voit que beaucoup d'acteurs font du travail social par esprit d'humanité et en même temps, ils ont une motivation secondaire qui disent ah ben en faisant cela, on va peut-être exprimer une image positive de notre foi qui peut-être va inspirer des personnes à nous rejoindre. Et donc, on n'est pas dans une instrumentalisation fréquente ou systématique du social pour le prosélytisme, mais on a parfois les deux qui s'articulent de manière différente. D'un extrême ou à un autre. J'avais un cas en Colombie qui était très intéressant, que j'en parle pas dans le livre, c'était une autre étude que j'ai faite, je vais être un peu bref là-dessus, mais c'est une illustration assez intéressante. Il y avait deux associations musulmanes. L'une était complètement orientée vers ce qu'ils appellent Darwa, donc une sorte de prosélytisme. Et pour eux, l'action sociale, finalement, ça servait à appeler les gens à l'islam. Le but, c'était de donner des repas à des personnes pauvres. Et comme ça, ils nous connaissent, ils viennent à la mosquée, puis ils vont peut-être se convertir. Donc ici, on était vraiment dans un affichage lié à une certaine idéologie où l'action sociale était mise au service de la darwa ou de la prédication. Une autre association musulmane dans une autre ville, donc là on était à Médine, maintenant on passe à Cali, faisait des maraudes le soir de Noël dans le quartier qu'on appelle les Odias à Cali, des zones de non-droit en plein centre-ville où se réunissent des personnes toxicomanes sans abri. Et ils allaient distribuer des repas. Et les gens qui étaient là-bas, qui étaient vraiment en situation difficile, toxicomanes, etc., les remerciaient, ils disaient que Dios les bendiga. Et ils étaient certains que c'était une église, parce qu'ils voyaient les camis. Pour eux, c'était une sorte de soutane d'un groupe évangélique inconnu dans le contexte. Et aucun des musulmans qui servaient ces repas n'a parlé d'islam ni n'a dit qu'il était musulman. Et l'imam, leader du groupe, m'a expliqué, nous on fait ça pour deux raisons uniquement. Par rahma, pour l'humanité, par compassion, parce que c'est des personnes qui ont besoin, donc on les aide comme on peut. Et la deuxième raison, c'est qu'on se rende compte des ni'ma, comment dire ça, des grâces que Dieu nous donne, parce qu'on est très chanceux d'avoir la vie qu'on a finalement. Et il y avait vraiment strictement aucune logique de prédication, donc on voit deux cas de figure différents. Les deux, c'est des associations musulmanes qui font des maraudes, donc c'est intéressant aussi à voir ces nuances. Voilà. Vide institutionnalisé. La dernière question, j'ai pas bien compris. Nous non plus. Merci beaucoup. Je pense que c'est pas vraiment une question, mais il y a une dernière question. Est-ce que le livre, on peut le trouver en Italie? Je pense que les librairies peuvent le commander et le revendre. Après, c'est un prix un peu supérieur. Moi-même, je l'achète chez l'auteur, mais on doit les payer aussi. Je l'achète à prix réduit qui est de 22 euros. Donc, je les revends à 20 euros. Ici, c'est 31 euros en France. Peut-être en Italie, je ne sais pas si c'est un prix majoré, mais normalement, ils doivent pouvoir se commander en librairie.
Merci. Question. Euh, Dernière question. Merci. Ça marche. Donc, moi, c'est une dernière question et ça va dans le sens de la fin de la présentation, enfin de la réponse à la dernière question. Du coup, merci déjà pour l'ensemble. Moi, c'est justement le regard des non-musulmans bénéficiaires de ces actions sociales. Les non-musulmans qui vont manger dans les mosquées, etc. Quel regard, eux, finalement, ils partent sur l'islam? Parce que, bon, d'accord, il y a le prosélytisme, oui ou non, mais eux-mêmes, est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec des non-musulmans qui viennent bénéficier d'un repas chaud ou de dormir? Et est-ce que ça change leur regard sur l'islam dans le cas particulier de la France? Parce que pour remettre le contexte, en France, autour d'une mosquée, on voit beaucoup de mendiants, des gens qui viennent demander de l'argent, pour beaucoup non musulmans d'ailleurs, que je trouve étrangement autour des mosquées, mais pas nécessairement autour des églises. Je prends l'exemple juste de mon quartier à Montreuil. Je vois systématiquement. En revanche, le regard français qui regarde des chaînes pour ne pas les citer, je peux les entendre marmonner quand ils entendent les musulmans sortir de la mosquée, genre, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là en sortant de la mosquée, mais jamais j'ai entendu des non-musulmans remarquer qu'il y a une générosité chez la communauté musulmane, par exemple, pour donner notamment à des non-musulmans qui, eux, l'ont très bien compris. Donc, ça serait ça le regard. Est-ce que ça contribue à changer le regard des non-musulmans, qu'il y ait prosélytisme volontaire ou pas, au final? Ça serait ça, ma question. Mhm. Merci. Oui, c'est toujours difficile de donner une réponse générale pour pas généraliser tous les cas, mais on sent dans les milieux touchés par la précarité et les difficultés sociales et économiques une ouverture beaucoup plus grande parce que simplement la personne qui est dans le besoin apprécie d'avoir quelqu'un qui répond à sa demande, surtout quand il y a le geste qui est accompagné par un sourire ou par une parole bienveillante. Donc c'est très apprécié, mais je dirais dans le cas parisien, c'est intéressant à voir parce que quand on se situait, en tout cas aux époques de mon observation, moi j'habite plus en région parisienne actuellement, mais à une époque, je venais beaucoup vers les années 2010-2015 et beaucoup d'associations avaient été créées et actives dans ces années-là. Et quand on se rendait dans le triangle entre Aubervilliers, La Courneuve, Saint-Denis-Stein, et que des personnes précaires, par exemple des Roms ou des personnes d'origine de différents pays qui ne sont certainement pas de confession musulmane, voyaient des personnes musulmanes, il y avait beaucoup cette attitude à essayer de demander, parce qu'elles avaient intériorisé le fait que, ah, les musulmans, c'est eux qui sont actifs ici, en tout cas dans la région en particulier de cette proche banlieue parisienne du Nord, où un lien s'est petit à petit créé à force d'initiatives qui ont été visibles dans l'espace public. Il y a même un truc très anecdotique. On prend un rappeur qui s'appelle Kamel Ancien en 2015. Il a fait un clip. Lui, il est de confession musulmane. Mais il fait pas, dans son rap, il parle pas d'islam directement. Mais il a fait un clip où il mettait en scène des maraudes et où il parlait un peu aussi d'islam et le lien paraissait naturel. C'était une évidence. Et à cette génération aussi, à cette époque donnée, quand on parlait d'islam et de maraude, ah oui, les musulmans, ils aident. Ils vont donner à manger aux gens parce que ça fait partie de leur foi. Et ça devient quelque chose d'intériorisé dans certains milieux. Je dirais pas pour toute la France, bien sûr, non. Mais dans certains milieux, c'est quelque chose, un lien est fait, c'est quelque chose qui est connu. Comme quand on va à Singapour, on sait que dans les temples sikhs, on peut aller manger et que la nourriture sera distribuée à tout le monde. Il y a ces pratiques qui finalement vont influencer la perception qu'ont a les gens, mais surtout dans les milieux populaires. Parce que moi, parfois, j'interviens aussi dans d'autres milieux, dans des universités, avec peut-être des générations plus jeunes aussi, et certains ne comprennent pas du tout ce lien. Et pour moi, bien sûr, j'ai un biais, je suis subjectif. Et ça me choque que des gens ne comprennent pas. Certains me disent pourquoi ils font ça. Pourquoi un musulman va donner à manger à quelqu'un? Et parfois, la personne qui demande ça est de confession musulmane. Mais c'est une histoire de milieu et de génération. Et un jour, j'étais agacé récemment, je leur disais, si vous aviez vécu dans un milieu touché par la pauvreté et les problèmes sociaux, vous n'aurez pas posé la question. Parce qu'il y a des choses qui rendent certains comportements évidents. Quelqu'un qui souffre, qui a froid, si on lui donne un habit, il va être reconnaissant et apprécié en général. Par contre, si on vit dans un monde virtuel très éloigné, on peut peut-être pas saisir la connexion entre les deux. Merci. Merci beaucoup.
Baptiste Brodard. Et je vous invite, pour ceux qui sont intéressés à voir le livre, il y a quelques copies ici et vous pouvez les acheter. Et Monsieur Brodard vous dédicacera les livres. Euh, Notre prochain événement, le 28 novembre à 18h30, une conférence intitulée Racisme anti-noir dans les sociétés de l'Afrique du Nord. Et cette conférence, elle aura lieu à l'occasion de l'apparition du numéro 63 de la revue universitaire Tumulte, publié en collaboration avec le CAREP. Les intervenants, c'est Sonia Dayan, Isabelle Ruck, Maha Abdhamid, Shreya Parikh. Je pense que j'ai écorché son nom. Elle m'excusera. Merci beaucoup encore une fois.